Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue, on va passer 45 minutes ensemble avec Adèle pour vous parler du sujet de la gestion des emplois et des compétences. On vous parlera à la fois de la démarche compétences, puis ensuite on s'attardera un petit peu plus également sur les accords de GEPP, la négociation autour de la GEPP, GPEC. Donc, vous avez la possibilité via le chat de nous poser des questions. On y répondra après notre présentation. L'idée, c'est qu'on passe un quart d'heure ensemble à la fin pour qu'on puisse regarder et répondre à toutes vos questions. Vous poserez également 3 questions au cours du webinaire. À l'issue de la séance, on vous enverra le support et le lien pour accéder au replay. Donc, on va commencer par se présenter, Adèle et moi. Donc moi, je suis Amélie Godard, je suis consultante chez Secafi depuis 20 ans. J'ai une double formation en finance et en gestion des ressources humaines. Je suis très attachée au sujet de la gestion des compétences puisque je réalise des travaux de recherche avec l'université de la Sorbonne également sur le sujet. Et j'accompagne les représentants du personnel chez Secafi à la fois lors des expertises récurrentes et lors de l'accompagnement des négociations. Donc Adèle Angot, donc moi je suis consultante chez Secafi depuis une douzaine d'années maintenant. J'interviens à la fois sur des missions d'analyse économique, financière et également de manière assez fréquente sur des missions d'analyse RH et d'organisation, notamment sur les sujets d'accompagnement sur la gestion des emplois et des compétences. Je vais vous partager le support. On va démarrer la présentation en vous parlant peut-être en vous disant 2 mots également d'introduction sur le cabinet Secafi. Donc Secafi qui est un cabinet qui répond, qui s'adresse particulièrement aux représentants du personnel avec environ 400 experts qui travaillent sur l'ensemble du territoire français sur 4 domaines d'intervention. La première, c'est sur la formation. Donc on a notre équipe au sein de Prométhéa qui a un catalogue de formation assez fourni, intéressant sur l'ensemble des sujets qui peuvent vous intéresser. L'enjeu au travers de la formation, c'est de mieux connaître vos droits et vos moyens d'action. Et donc au travers de cette activité, on répond à ces besoins-là. On a des interventions d'expertise également pour vous accompagner, notamment dans le cadre des informations consultations sur la politique économique, sur la politique sociale, des activités de conseil. L'enjeu, c'est au travers de nos interventions de vous aider à mieux utiliser vos prérogatives et d'avoir les meilleurs leviers d'action compte tenu des enjeux, des caractéristiques de vos secteurs, de vos entreprises. Et puis le dernier axe, le dernier champ sur lequel on intervient, c'est l'aide à la négociation. Là aussi, l'enjeu, c'est d'être à vos côtés pour construire au sein de vos entreprises les meilleurs accords, c'est-à-dire ceux qui répondent pleinement aux enjeux et aux sujets qui sont ceux de vos entreprises aujourd'hui. Entrons dans le vif du sujet à présent. Alors, pourquoi parler de la gestion des compétences, de l'évolution de l'emploi et pourquoi c'est important que vous, représentants du personnel, vous empariez de ces thématiques-là? Parce qu'on évolue dans un monde, ça vous n'êtes pas sans le savoir, dans un monde où le changement est permanent. Tout bouge tout le temps, y compris les métiers. Les métiers se transforment depuis plusieurs années à une vitesse folle dans tous les secteurs d'activité. Non seulement très très vite, mais également de façon drastique. Plusieurs études sur le sujet démontrent qu'une partie très importante des métiers vont se transformer dans les prochaines années. Certaines études précisent que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. 50% des emplois seront transformés d'ici 10 ans. Certaines études énoncent des chiffres encore plus importants. 10 à 20%
des emplois seront créés et autant pourraient être amenés à disparaître. Tout ça pour dire que, avec notamment la transition écologique, la RSE et le choc technologique via le numérique et le digital, les métiers se transforment de façon permanente. Les métiers se transforment de façon permanente et drastique et très, très souvent, nous, on constate dans nos expertises que le sujet n'est pas pris à bras-le-corps, en tout cas de la façon dont il devrait l'être par les entreprises. Souvent, les entreprises parlent d'évolution de l'emploi de façon quantitative et oublient le volet compétences. Quand on parle de la gestion de l'emploi et des compétences, ça renvoie à plusieurs notions au sein de l'entreprise. Oui, à l'emploi, il y a la GPEC, GEPP à travers la négociation d'accords notamment, mais également tout ce qui est évolution professionnelle, parcours, formation, employabilité, attractivité, trajectoire, parcours. Et ça, c'est vraiment des éléments fondamentaux à prendre en compte dans la démarche. On va vous poser une petite question. On vous laisse y répondre quelques secondes pour y répondre via le chat pour voir comment est-ce que le sujet est traité chez vous et comment vous jugez la façon dont il l'est. Voilà, il y a une question qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez répondre avec 1 à 5 étoiles. Pensez-vous que le sujet de l'anticipation des évolutions des emplois et des compétences est traité de manière satisfaisante par votre direction et dans le dialogue social? Donc, vous cliquez sur l'étoile, vous envoyez et les réponses vont s'afficher dans le fil de la conversation. Alors, quand on parle de compétences, de quoi on parle exactement? On parle de savoir, de connaissances, un socle de compétences, connaissances techniques, savoir-faire, savoir-être. On parle d'adaptation à diverses situations, l'intelligence des situations. On parle également de réseau d'acteurs à travers la compétence collective, la capacité à mobiliser des réseaux d'acteurs autour de mêmes situations. On parle de responsabilisation de l'individu. Moi, j'aime bien résumer la notion de compétence par être en capacité d'agir en situation de travail. Et situation de travail de plus en plus imprévisible, c'est-à-dire être capable, dans son métier, d'agir en fonction des aléas qui peuvent survenir tout au long de l'activité. Quand on parle de démarche compétences, ça implique vraiment les salariés et l'entreprise. Pour les salariés, ça renvoie à des enjeux d'employabilité, de reconnaissance du travail, de son développement professionnel, de son parcours professionnel, et ça renvoie également à son implication dans son travail. Et pour l'entreprise, ça répond à des enjeux de performance, d'attractivité, de maîtrise des compétences et à des enjeux financiers. Quand on dit maîtrise des compétences, c'est également l'adaptation des compétences des salariés aux enjeux de demain. Les différents acteurs peuvent être résumés en quatre groupes. Bien évidemment, les salariés, puisque c'est à eux que s'adresse la démarche, c'est les premiers acteurs concernés. Les ressources humaines sont une partie prenante importante. Et quand on parle de ressources humaines, ce n'est pas seulement la DRH définit la politique RH, mais également les RH de proximité. Et ne pas exclure de la démarche, c'est un acteur important, le service formation, parce que c'est lui qui devra faire le lien entre les évolutions des métiers et le plan de développement des compétences, le plan de formation qui devra être mis en place pour y répondre. Le management de proximité qui joue également un rôle fondamental parce qu'il a à la fois la connaissance des enjeux de transformation des métiers et la connaissance des individus, de son équipe, de sa direction. Et puis, bien évidemment, vous, les représentants du personnel, parce que vous êtes là pour contribuer, pour promouvoir, pour alerter et veiller à la bonne déclinaison de la démarche GEPP. Et au niveau de l'entreprise, la démarche
doit être vraiment réalisé en plusieurs étapes. Et souvent, ce qu'on peut constater, nous, c'est que quand on parle de gestion des emplois et des compétences, eh bien, ça renvoie à la négociation d'accords. Et souvent, tout de suite, quand on entre en négociation, on commence à discuter autour de mesures. Alors qu'il y a 4 étapes fondamentales qui doivent être prises en compte avant de commencer à parler de mesures. La première étape fondamentale, c'est quelles sont les grandes orientations stratégiques de l'entreprise. Avant de commencer à négocier quoi que ce soit, il faut avoir une vision claire et précise des projets stratégiques de l'entreprise. Et il faut que la direction partage avec vous cette vision-là, en fonction de la situation propre de l'entreprise, mais également de son écosystème, des évolutions juridiques, de la concurrence, etc. Des évolutions technologiques également. C'est-à-dire, au regard de ma situation propre et de mon environnement, moi, entreprise, comment je me vois évoluer. Et ça renvoie à l'information de consultation sur les orientations stratégiques. Premier point. Deuxième point, ensuite, c'est de travailler sur des scénarios. C'est-à-dire, au regard de ces évolutions prévisibles et de ma stratégie, eh bien, je vais établir différents scénarios concernant les conséquences que ça aura sur l'emploi et les compétences. Au niveau des compétences, ça voudra dire que certaines compétences pourront être abandonnées ou que pour certains métiers, on aura besoin de moins de monde. Certaines compétences seront conservées et seront même peut-être en développement. Et là, il faudra regarder au sein de l'entreprise si les compétences dont on dispose sont au niveau, sont proches du niveau, sont loin du niveau, ou si ce sont des compétences qui n'existent pas encore, des compétences émergentes. Ensuite, on travaille sur une prospective et pas une projection, une prospective quantitative. Et voilà, sur tel ou tel métier, comment je vois les effectifs évoluer. Et c'est une fois seulement qu'on a réalisé ces 4 étapes qu'on va pouvoir commencer à discuter autour des mesures adaptées en fonction des évolutions qu'on vient d'énoncer. Et ça pourra être du recrutement, de la formation diplômante, qualifiante, de reconversion, un recours à la sous-traitance éventuellement, aborder le sujet de la mobilité, mobilité interne, mobilité externe, le sujet des seniors, de la transmission des compétences, par exemple. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas définir les bonnes mesures et négocier les bonnes mesures sans qu'auparavant, la stratégie et les conséquences sur les ressources humaines soient clairement précisées, exposées, partagées et comprises. Et un point qui est souvent oublié également dans les sujets de GEPP, GPEC, c'est que les directions se focalisent beaucoup sur les emplois dits sensibles ou à risque de disparition ou de déclin. Mais il ne faut pas oublier les salariés dans l'entreprise et dont les emplois ne sont pas jugés comme menacés à court terme ou moyen terme, mais bien penser à l'employabilité de tous. Et permettre aux salariés, si un jour, on l'a dit en préambule, les métiers évoluent très très vite et de façon potentiellement très importante, il faut que tous les salariés puissent être capables de rebondir à l'interne ou à l'externe très rapidement si demain leur emploi venait à être menacé, même si aujourd'hui ce n'est pas encore prévu. Et pour ça, il faut que leur employabilité soit entretenue et développée. Alors, on va poursuivre sur la manière dont vous, en tant qu'élu, vous pouvez vous approprier le sujet. J'en profite pour faire un petit retour sur la première question qu'on vous avait posée. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques soucis d'accès aux réponses, mais malgré tout, on a 46 retours avec plutôt une dominante sur le sentiment que ce sujet-là est plutôt pas très bien traité au sein de vos entreprises. La note moyenne, elle est 2,2, si vous le voyez. Et puis dans le chat, on avait plutôt des retours un petit peu négatifs. Donc on voit bien que ce sujet-là, c'est vraiment alors à la fois un sujet d'importance, mais qui est souvent pas suffisamment bien traité au sein des entreprises pour répondre à vos enjeux. Donc finalement, vous, en tant qu'élu du personnel, dans votre rôle, à quel moment vous avez des leviers pour avoir un regard et des préconisations sur ces sujets-là? Il y en a 3 finalement qui ressortent de manière assez claire.
Le premier, c'est l'information consultation sur la politique sociale. Alors, c'est effectivement un regard un petit peu plus rétrospectif, hein. On va regarder comment la politique sociale vit dans votre entreprise au travers d'un certain nombre d'indicateurs, au travers d'analyses sur la manière dont les éléments RH vivent dans votre entreprise. Ça peut être donc l'évolution de l'emploi, des recrutements, les mobilités professionnelles, le bilan de la formation. Mais tout ça, ce sont des éléments à la fois qui permettent de comprendre la situation de l'entreprise et aussi de comprendre comment sont activés ou pas des dispositifs qui ont pu être prévus dans vos dispositifs, par exemple, de gestion d'emploi et des compétences. Le deuxième moment, qui est certainement un des moments les plus centraux sur cette dimension de la gestion des emplois et des compétences, c'est l'information consultation sur les orientations stratégiques, qui s'appelle d'ailleurs consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l'emploi, avec un intérêt très fort à faire la connexion, comme le disait Amélie tout à l'heure. On part vraiment des orientations stratégiques de l'entreprise, de ses projets, pour en déduire des besoins futurs sur l'évolution de l'emploi et des compétences, avec une importance forte des logiques d'anticipation pour ne pas se retrouver au pied du mur à certains moments. Et donc, l'information consultation sur les orientations stratégiques, c'est vraiment un moment important dans le dialogue social pour aborder ces sujets avec l'entreprise, d'interroger à la fois sa stratégie, mais aussi l'ensemble des moyens qu'elle met en œuvre pour adapter son corps social à son plan. Et enfin, le dernier point, c'est les moments de négociation des accords de GEPP, de gestion des emplois et des parcours professionnels. On va revenir sur ces notions. Là, c'est vraiment vous en tant que représentant du personnel, vous en tant que délégués syndicaux, quels leviers vous pouvez négocier avec votre entreprise, quelles mesures peuvent être mises en œuvre pour répondre à ces besoins et à ces objectifs. Alors, on va sur ces éléments-là peut-être se reposer quelques éléments sur la négociation de l'accord et le cadre légal. Donc, effectivement, ces accords, ça concerne l'ensemble des entreprises à partir du moment où il y a plus de 300 salariés et qu'il y a effectivement des organisations syndicales représentatives. La plupart du temps, on est sur des accords triennaux, donc avec inscrit dans la loi l'obligation d'engager la négociation tous les 3 ans. Bien entendu, certains accords peuvent prévoir d'allonger ce délai. On a des accords qui peuvent durer 4 ans ou parfois qui peuvent être plus courts en fonction des cycles de l'entreprise. Et enfin, on a un champ, on va revenir juste après, qui couvre à la fois les emplois, les parcours professionnels, la mixité des métiers. Alors peut-être ce qui est vraiment... Ouais, pardon. Ce qui est vraiment important, c'est que l'obligation légale, c'est pas d'avoir un accord, c'est d'engager l'ouverture des négociations autour d'un accord. Alors, on va faire un test sur une deuxième question pour peut-être capter finalement au sein de l'auditoire si vous avez un accord de GPEC, de GEPP. Alors, ça peut être parfois à des différents niveaux. Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise, au niveau du groupe? Donc voilà, je vous laisse répondre pour ceux qui, j'espère, voient le questionnaire s'afficher. On a des réponses qui arrivent. Donc je vais poursuivre un petit peu sur la page suivante et puis je commenterai les réponses juste après. Et quel que soit, quand on dit accord GEPP, quelle que soit l'appellation, ça peut être GEPP, GPEC, GEPPMM. L'idée, c'est est-ce que vous avez un accord autour de la gestion des emplois et des compétences? Alors, je poursuis juste et puis je reviens sur les résultats juste après pour préciser ces notions qui parfois brouillent un peu les pistes. On a 2 termes aujourd'hui dans le langage juridique et puis dans les négociations qui peuvent être faites au sein des entreprises. On a la notion de GPEC, donc de GEPC, gestion prévisionnelle, GPEC, pardon, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc ça, c'est une notion, on va dire un peu historique, mais qui parle d'elle-même. On se projette sur les besoins des emplois et des compétences. Et puis, on a une notion plus récente qui date de 2018 et de la loi à venir, où là, on parle de GEPP, de gestion des emplois, des parcours professionnels. Parfois, on rajoute même de la mixité des métiers.
Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par ces deux notions? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a une qui s'imbrique dans l'autre. La GEPP, ça va être une notion assez vaste qui embarque tout un tas de sujets, dont la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais également des éléments autour de la mobilité professionnelle, autour de la formation, autour du tutorat, du parcours des représentants du personnel, qui vous intéresse en premier lieu. Voilà, donc GEPP, on est sur une notion assez large qui intègre la notion de gestion des emplois et des compétences. Alors, je reviens sur le résultat, donc j'ai 43 réponses, je pense qu'il y a peut-être des difficultés de certains d'entre vous pour y répondre. Et on a donc 44% des répondants qui n'ont pas d'accord, que ce soit au niveau du groupe, au niveau de l'entreprise, et pour le reste, 24% au niveau du groupe et 24% au niveau de l'entreprise. Donc on voit que, effectivement, même si l'échantillon n'est pas totalement exhaustif, on a une petite moitié d'entre vous pour lesquels il n'y a pas d'accord, peut-être lié à la taille, mais peut-être aussi lié à la situation particulière de l'entreprise. Alors, si on poursuit sur la page suivante, donc cette page est plus touffue, hein, mais elle vous permet de récapituler finalement de manière un petit peu plus étoffée le cadre légal et ces différents thèmes qui sont intégrés dans la négociation sur la GEPP. Dans ces thèmes, on en a 5 qui sont obligatoires. Et le premier étant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. À l'intérieur de ça, on va trouver des dispositifs un peu classiques, on va dire, hein, autour du compte personnel de formation, le CPF, les dispositifs de VAE, de validation des acquis de l'expérience, des bilans de compétences. Donc ça, c'est des dispositifs légaux, mais il peut y avoir tout un tas d'autres dispositifs imaginés par les entreprises pour répondre à leurs besoins. On a également dans ces thèmes obligatoires les orientations de la formation professionnelle à 3 ans. On va avoir également les dispositifs de recours au contrat de travail, au temps partiel, au stage, et également les moyens qui sont mis en œuvre pour réduire le recours au contrat précaire. La manière dont l'entreprise travaille avec ses sous-traitants. Et enfin, dernier thème obligatoire, le déroulement de carrière des salariés qui exercent des responsabilités syndicales, je pense à la plupart d'entre vous. Donc là, on est sur un thème également obligatoire. Et ensuite, on a des thèmes facultatifs, facultatifs au sens finalement où ils vont répondre à des situations particulières des entreprises. Donc, on a des thèmes facultatifs autour notamment de la qualification des emplois menacés, des conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux options de GPEC à l'échelle du territoire. Voilà, ça peut aussi être des sujets qui sont négociés. On attire votre attention peut-être par exemple sur les congés de mobilité. Voilà, il peut y avoir des dispositifs de GPEC qui sont plutôt dans une logique finalement de réduction des effectifs et d'accompagnement de la baisse des effectifs. Les congés de mobilité, il peut y avoir cette notion-là à l'intérieur, hein, parce qu'on est sur des congés de mobilité à la fois géographiques ou de changement d'emploi. Donc voilà, il faut garder quand même une attention assez forte sur ces dispositifs-là. Après, qui peuvent aussi être l'occasion de négocier des dispositions suffisamment accompagnantes pour des salariés pour lesquels leurs métiers sont amenés à évoluer ou à disparaître. Mais un vrai point de vigilance, attention à ce qu'un accord GEPP ne vienne pas se substituer à un PSE déguisé. Alors, tout le message finalement qu'on souhaite vous faire passer, si on doit résumer finalement l'enjeu autour de ces accords, c'est justement d'en faire une négociation qui soit utile. On va voir juste après qu'il peut y avoir des accords qui sont finalement soit assez restrictifs, soit qui se bornent à des dispositifs légaux déjà existants, mais sans finalement qu'il y ait eu de questions véritables sur la situation de l'entreprise actuelle, son devenir et la manière dont on accompagne les salariés et le collectif dans ce contexte-là. Donc, ce n'est pas simplement répondre à l'obligation légale d'engager les négociations, c'est vraiment mettre dans un accord les dispositions qui seront les plus utiles pour les salariés. Donc, juste, alors, on a une dernière question, une dernière question qui est, en tout cas,
il y aura une toute dernière à la fin, qui est effectivement pour ceux qui ont un accord dans leur effectif, quelle utilité vous évaluez? Est-ce que effectivement c'est de votre point de vue un accord qui répond aux besoins de l'entreprise, ou est-ce qu'on est plutôt sur un accord soit moins-disant, soit sur des dispositifs qui sont assez peu activés? Voilà, donc on vous laisse répondre à ce petit sondage également. Je poursuis du coup, je vais commenter la page suivante et puis on regardera les résultats juste après. Donc on a effectivement un certain nombre de limites sur cet accord-là. Parfois des accords qui sont incantatoires, hein, donc on l'a dit, parce que effectivement il va y avoir juste l'énonciation de dispositifs, mais qui sont peu activés dans l'entreprise, soit qui sont une succession de dispositifs légaux, type on met la VAE, on met le CPF, tout en sachant que ce n'est pas vraiment activé dans l'entreprise, ou des accords qui abordent très très peu cette notion d'employabilité qui a été commentée tout à l'heure par Amélie. Donc le sujet, c'est vraiment pour nous d'aborder des points très concrets, de faire un point initial sur la situation de la stratégie, et que ça donne lieu à un véritable suivi également de l'accord par les partenaires sociaux, c'est-à-dire que c'est très bien de se mettre d'accord sur un accord, enfin, voilà, mais ensuite il y a vraiment un sujet à suivre des indicateurs et l'application de ces mesures pour sortir de ce côté incantatoire qu'on citait à l'instant. Et finalement, quel levier, on se pose la question, on regarde tout ce qu'on vient d'évoquer, quel levier pour vous pour agir? Quels axes possibles de la négociation? Il y a des accords qui ont une approche très, très défensive, c'est-à-dire on est un peu devant le fait accompli, on a un sujet, une préoccupation à gérer, bien souvent un besoin de réduire les effectifs, il ne faut pas se le cacher, et là on va négocier en urgence un accord. Et là, vigilance à ce que ce ne soit pas, encore une fois, un PSE déguisé. Et puis, une approche plus offensive, c'est-à-dire une approche plus prospective, celle que nous, de notre côté, on prône, c'est-à-dire on est dans l'anticipation pour justement accompagner au long cours les changements à venir. Même si on ne sait pas exactement de quoi demain sera fait, hein, la visibilité aujourd'hui est très faible. En revanche, on a toujours une vision, enfin l'employeur doit avoir une vision, la direction doit avoir une vision, et c'est cette vision qui doit être accompagnée pour pouvoir activer les bons leviers au moment où les éléments surviendront. Donc, dans une approche défensive et offensive, on a le sujet quantitatif et le sujet qualitatif. Dans une approche défensive, quand on travaille sur le quantitatif, c'est souvent des départs volontaires, l'anticipation de licenciements à venir, le non-remplacement de certains départs à la retraite, des dispositifs de cessation anticipée d'activité ou l'externalisation d'activité. Et ça, de notre point de vue, ça ne devrait pas être traité dans un accord GEPP vertueux. L'approche qualitative, développement des compétences par généralement des réseaux de sous-traitants quand on est dans cette approche défensive. En revanche, quand on est dans une approche plus offensive, plus prospective, qui travaille sur le long terme, on est justement sur un ajustement progressif de la volumétrie des effectifs par un plan de recrutement, un plan de développement de l'alternance, de promotion professionnelle, de gestion des carrières. On est plus vraiment sur un travail au long cours, sur du long terme et de l'accompagnement sur ces points. Et puis le développement des compétences internes via un plan de recrutement, le développement de l'alternance, la promotion professionnelle, la gestion des carrières, le plan de formation, la mise en place de tuteurs dans l'entreprise et éventuellement également des projets d'acquisition d'autres structures. Alors, on a eu un retour sur l'utilité de l'accord, 27 réponses, on a une note moyenne qui est à 3. Donc, voilà, plutôt 40% des salariés, enfin, ou en tout cas des répondants qui considèrent que c'est plutôt utile, et puis 60% sur lequel voilà, on a des dispositifs qui parfois ne sont pas forcément totalement ajustés aux besoins de l'entreprise.
Si on récapitule et finalement, si on devait vous synthétiser les grandes étapes ou oui, voilà, les étapes à ne pas oublier quand on s'engage dans de la négociation d'un accord. Alors la première, et c'est un préalable, mais qui nous semble quand même assez important puisqu'on est sur des notions, enfin, vous l'avez vu, qui sont parfois assez complexes. On a une somme de dispositifs qui peuvent être assez vastes. Donc il y a un vrai enjeu à se former sur ces sujets-là pour effectivement mettre toutes les chances de son côté et avoir ces bases sur la connaissance des dispositifs. Et puis souvent aussi, si vous le faites par exemple avec les élus de votre entreprise, c'est des occasions d'échanger au préalable sur la situation de votre entreprise et de commencer justement à construire la démarche que vous allez mettre en œuvre dans la négociation. Ensuite, la première étape, ou en tout cas ce qui vient ensuite quand on s'engage véritablement dans la démarche, c'est d'avoir cette vision claire des orientations stratégiques et des projets de l'entreprise. Donc ça, c'est une information qui doit vous être fournie par votre direction. Il faut nécessairement partir de ce point de départ, de là où l'entreprise veut aller et de l'environnement dans lequel elle évolue pour se poser les bonnes questions par la suite. Se poser les bonnes questions, c'est également se dire voilà, quels sont les différents scénarios. Et en fonction de ces scénarios, est-ce qu'on est dans une phase de croissance très active? Est-ce peut-être on aura des freins à identifier? Et quels impacts ça va avoir sur l'emploi? En fonction de ces scénarios, on élabore des dispositifs adaptés. Et on va construire un certain nombre d'hypothèses autour des compétences. Est-ce qu'il y a des compétences dont on n'aura plus besoin demain? Des compétences qu'il faut faire évoluer, des compétences qui seront requises demain. Donc tout ce travail-là, normalement, c'est le cheminement qui doit être élaboré par les équipes dirigeantes de l'entreprise, avec à la fois la direction générale, les équipes RH en soutien pour construire cette réflexion-là. Et ensuite... Et ça alimente vraiment l'information-consultation sur les orientations stratégiques. Une fois qu'on a ces éléments, on va s'attarder sur les mesures d'impact sur les effectifs. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme effet finalement à la fois sur le volume d'emploi et sur les compétences. Et on va, in fine, s'attarder sur les plans d'action et les mesures adaptées. Mais vous voyez qu'il y a tout un cheminement, et c'est tout le sujet autour de la démarche qu'on veut vous transmettre également aujourd'hui au travers de ce webinaire. On a une démarche préalable qui doit avoir été opérée avant d'arriver et d'aboutir sur le plan d'action, du coup, qui sera le plus adapté possible si on a passé l'ensemble de ces étapes. On arrive à la fin de ce webinaire, peut-être pour synthétiser et pour se remettre les idées au clair et également vous indiquer à quel moment nous, on peut vous accompagner au travers de notre expertise et de notre accompagnement à la négociation. On reprenait effectivement les trois moments qu'on citait tout à l'heure. Le premier, c'est l'information-consultation sur la politique sociale. On a également l'information-consultation sur les orientations stratégiques. Dans le cadre de ces informations-consultations, vous avez la possibilité de solliciter un expert CECAFI pour vous accompagner dans la remise d'avis et l'analyse dans le cadre de ces expertises légales annuelles. Et puis pour ce qui concerne la négociation de l'accord de GEPP, il est possible également de mettre en place des expertises libres, des accompagnements à la négociation, alors là qui sont pas forcément pris en charge par votre entreprise, mais ça peut faire l'objet de négociations avec eux également. Et puis, il y a également tous les dispositifs de formation qu'on évoquait à l'instant, avec au travers de notre entité Prométhéa, un certain nombre de formations qui adressent les sujets de GEPP également. On arrive à la conclusion. Si on partage avec vous nos messages clés, vous l'avez compris, donc au-delà des appellations qui peuvent parfois nous embrouiller autour de la GPEC, de la GEPP, l'important, c'est vraiment la démarche qu'on a essayé de vous illustrer et de vous structurer tout au long de cette présentation. Également, un sujet important autour de l'employabilité.
de s'assurer que l'ensemble des éléments qui sont mis en place, ils sont là pour développer, pour maintenir l'employabilité des salariés. Attention, l'employabilité, c'est l'employabilité interne dans l'entreprise, avant tout, et parfois l'employabilité externe, mais on est vraiment sur une notion d'employabilité au sein de l'entreprise pour faire face à l'ensemble de ces évolutions. L'idée que on n'est pas juste sur une négociation et un accord de GEPP parce qu'il faut le faire, parce que la loi nous le demande. Il faut s'inscrire dans une démarche qui le rende le plus utile possible au regard des besoins de l'entreprise. Et puis l'importance de l'anticipation, c'est peut-être vraiment ce qu'il y a de plus structurant derrière cette notion de la gestion des emplois et des compétences. Trop souvent encore, on voit des entreprises qui se retrouvent au pied du mur, qui n'ont pas vu les évolutions arriver, et on arrive à des situations assez difficiles autour des PSE, là où s'il y avait eu une démarche prospective et d'anticipation, l'accompagnement aurait pu se faire plus dans la durée et en faisant évoluer également les emplois et les compétences pour répondre aux besoins futurs. Donc, c'est vraiment structurant d'aborder cette dimension-là avec de la prospection. Donc, un petit message qui vous laissera y réfléchir. On est sur la prévision qui est devenue plus difficile, en tout cas, si ce n'est impossible. Et puis, désormais, on a un vrai sujet de se mettre en situation, se préparer à ce qu'apporte le monde qui vient, se préparer à l'imprévu. Donc, voilà, c'est tout l'utilité de cette démarche d'anticipation autour des emplois et des compétences. On va à présent passer, on va balayer quelques-unes de vos questions. Avant ça, une dernière petite question pour vous, si vous souhaitez être rappelé par l'un de nos consultants pour qu'on puisse aborder de façon plus précise ce sujet autour des thématiques et des enjeux qui vous sont propres. Je vais arrêter le partage pour pouvoir de mon côté aussi voir ce qui se passe dans le chat. Alors, on a quelques questions, effectivement, qui sont inscrites dans le chat. Une première sur la formation. Comment se former sur la GEPP? Quels organismes peuvent nous accompagner? Alors, effectivement, on a un organisme, nous, qui est rattaché à CECAFI, qui s'appelle Prométhéa. Si vous, ça c'est P-R-O-M-E, accent aigu T-E, accent aigu A. Si vous tapez ça sur Google, vous accéderez notamment à leur catalogue de formation. Et au sein de ce catalogue, il y a un certain nombre de formations qui portent sur à la fois la politique sociale et la gestion des emplois et des compétences. Sachant que sur le sujet des emplois et des compétences, c'est des consultants CECAFI. Donc c'est nous, comme Adèle et moi par exemple, qui interviennent sur ce sujet-là. Parce qu'on connaît ce qui se passe sur le terrain et c'est toujours intéressant. Et on connaît aussi votre secteur d'activité, puisque chez CECAFI, on est 500 consultants et on est spécialisé par secteur d'activité. La deuxième question, c'était sur l'envoi du support. Effectivement, il vous sera envoyé à l'issue, à toutes et tous, à l'issue du webinaire. Donc, vous recevrez le support sans souci. Sujets en cours de négo et traînent en longueur. Ouais, alors, sujets qui sont en cours de négo et qui traînent en longueur. Après, effectivement, s'il y a un enjeu de renégocier un accord caduc, il y a le timing qui compte. Après, je dirais ne pas se précipiter, vouloir toujours aller vite et signer un accord pour signer un accord. Encore une fois, les messages qu'on a voulu vous faire passer, c'est nous, quand on vous accompagne, c'est avant tout dans un accord qui est utile et qui répond aux enjeux. Donc, avoir une discussion idéalement constructive avec votre direction, même si je sais que ce n'est pas toujours facile, mais prendre le temps de ne pas escamoter chacune des 4 étapes clés qu'on vous a présentées. Pas mal de concertations avec élus et salariés, ouais, ça c'est bien. On a un certain nombre de messages également. Alors là, je suis revenue sur la conversation qui tourne autour des enjeux seniors. Alors effectivement, ce sont des enjeux d'actualité.
pour lesquels il peut y avoir des connexions assez directes avec les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Après, voilà, c'est plutôt un sujet de coordination finalement entre les dispositifs qui peuvent être intégrés dans les accords de GPEC et les accords seniors, qui sont également des dispositifs que vous pouvez négocier à part avec des dispositions ad hoc. Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir deux accords qui sont cohérents, mais effectivement, il y a bien des connexions qui sont très fortes entre les deux. J'ai une question pour un PSE qui touche un groupe de sociétés qui sont sous autorité de sociétés holding dominantes. Quel recours pour les passerelles professionnelles? Alors, le PSE ne doit pas être traité via un accord GEPP. Idéalement, l'accord GEPP, alors dire qu'un accord GEPP doit éviter les PSE, ce serait vraiment une belle utopie. Mais en tout cas, l'idée, c'est à travers un accord GEPP d'éviter justement quand même au maximum les PSE, ou en tout cas de se préparer et encore une fois, veiller à ce que les salariés soient employables à la fois en interne et en externe. Et l'idée est justement de dire, si toutefois, à un moment donné, une restructuration devait intervenir, comment dans mon accord GEPP, j'ai pu encourager la possibilité d'évoluer donc en interne quand on parle de passerelle professionnelle, avec, lors des entretiens professionnels qui doivent avoir lieu au moins tous les 2 ans, le manager qui expose clairement quelles sont les possibilités d'évoluer dans l'entreprise et comment l'entreprise peut vous accompagner pour aller vers un métier qui peut potentiellement être éloigné de votre cœur de métier à travers des formations diplômantes, qualifiantes, des VAE, des CQP, etc. Donc, l'idée à travers l'accord GPEC, justement, c'est aussi de pousser l'entreprise à développer les outils qui vont bien, la cartographie des emplois, les cartographies des compétences, la cartographie des parcours et des passerelles professionnelles pour justement offrir aux salariés une bonne vision du champ des possibles et les accompagnements qui lui sont offerts, pour éviter de se retrouver justement un peu pris à dépourvu lors d'un PSE sans savoir un petit peu comment se retourner pour les salariés. Alors, je remonte un peu le fil. Il y a beaucoup de questions et de remarques dans la conversation, donc merci déjà beaucoup pour ces retours. Je ne suis pas certaine qu'on aura le temps dans les quelques minutes qui nous restent de traiter l'ensemble des questions, mais n'hésitez pas, comme on le disait tout à l'heure, à revenir vers nous s'il y a des besoins plus spécifiques. Peut-être il y avait une question en plus haut dans le fil autour du seuil des 300 salariés. Effectivement, c'est ce que prévoit le droit du travail. L'obligation d'engager la négociation, c'est pour les entreprises de plus de 300. En revanche, rien n'empêche une entreprise avec un effectif inférieur d'engager ce type de négociation. Donc après, voilà, il n'y a pas le levier légal qui permet d'appuyer l'ouverture de ces négociations, mais il n'y a pas d'interdiction. En revanche, voilà, il n'y a pas le droit n'appuie pas ce besoin-là. Et c'est pour ça qu'on insistait un petit peu au début en disant, au-delà de l'accord, ce qui est important, c'est la démarche GEPP qui peut être engagée par votre direction dans le cadre de la conduite de la politique RH. Formation est en décroissance depuis 3 ans. Ouais. Peut-être alors une dernière dans les 3 quarts d'heure qui nous étaient impartis. Donc on a une question par exemple concernant le congé de mobilité. Peut-on demander le même niveau d'aide, formation, déménagement, aide à la création d'entreprise que celle incluse dans le cas d'un congé de reclassement lors d'un PSE? Oui. Enfin, voilà, les mesures qui sont négociées, dans le cas d'un congé de mobilité, il n'y a pas de règles particulières, donc ça peut tout à fait être les mêmes, être d'un niveau équivalent, voire d'un niveau supérieur. On peut pas, là, on peut toujours viser plus haut aussi. Donc voilà, il n'y a pas de hiérarchie finalement entre les dispositifs et les mesures qui vont les accompagner. Après, dans un certain nombre de vos remarques, on comprend qu'il y a des situations un peu spécifiques qui sont parfois pas toujours simples à évaluer sans avoir quelques éléments de contexte. Donc effectivement, n'hésitez pas, si besoin, à revenir vers nous
pour avoir des conseils là-dessus. On vous propose de clôturer. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence, pour votre écoute et vos interventions, en tout cas au travers du chat. C'était un plaisir pour nous également. Donc, merci beaucoup. Merci à vous et si besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis pour les prochains rendez-vous, on organise des séminaires chez CKFI tous les jeudis. Et jeudi prochain, ce sera un séminaire sur la thématique de la prise en compte de l'ancienneté dans les budgets CSE consacrés aux ASC. Voilà. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt avec plaisir.